Alors, sans plus attendre, commençons donc cette table ronde. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir à côté de moi Olivier Rio. Bonjour Olivier. Le micro. Bonjour à tous. Voilà, vous êtes chef de file de la commission prévention FFB Hauts-de-France sur l'amiante. Également Christine Dolé. Bonjour Christine. Il faut ouvrir le micro en bas à gauche. Bonjour. Voilà, vous êtes ingénieur conseil manager au sein de la CARSAT Nord Picardie. Également Christian Hustet. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes responsable du risque du réseau risque particulier amiante, pardon, au sein de la Direct, mais je devrais dire la DRITS. La Direct, alors, oui, on change régulièrement. Voilà, vous avez Et changé pour donner les repères à tout le monde, la Direct, tout le monde sait de quoi on parle du coup. Voilà, on pourra utiliser les deux noms. Et puis enfin, Maxence Rémoleux. Bonjour Maxence. Bonjour à tous. Vous êtes directeur du service bâtiment de la ville de Douai. Voilà, on est ravis de vous avoir avec nous tous les quatre pour cette table ronde. Alors, Christine, on avait dit, Christine Dolé, on avait dit plutôt d'ailleurs, vous voyez, j'étais un peu perturbé. On avait dit Christian Hustet, on avait dit qu'on pourrait faire peut-être une petite ouverture réglementaire sur où est-ce qu'on en est en termes de réglementation et notamment sur les obligations de repérage des donneurs d'ordre. Peut-être on peut commencer par là, si ça vous va. Oui, bien sûr. Alors, le repérage avant de travaux, il est maintenant en vigueur depuis quelques temps. Et il sert vraiment à sécuriser les opérations de retrait et d'intervention sur les matériaux orientés. Voilà. Toutes les normes sont sorties actuellement. Il ne reste plus qu'un arrêté à avoir, c'est celui sur l'amiante environnementale, l'ouvrage de génie civil, infrastructure, et transports et réseaux divers. Voilà, c'est le seul arrêté qui demande. Tous les autres qui concernent les immeubles bâtis, voilà, l'arrêté est sorti. Navires, bateaux, engins flottants, construction flottante, c'est sorti aussi. Installation, structure, équipement industriel, c'est sorti. Matériel ferroviaire, l'arrêté est sorti. Les aéronefs, c'est sorti. Mais maintenant, pour ramener un peu sur la thématique d'aujourd'hui, l'amiante dans l'espace public, je vais peut-être surtout m'arrêter sur les immeubles bâtis et sur l'obligation du donneur d'ordre de faire des repérages avant travaux systématiquement dans les immeubles bâtis. Il y a encore trop de donneurs d'ordre, je ne vais pas dire, je vais pas préciser le pro parce que des contrôles sont en cours, mais trop de donneurs d'ordre qui utilisent des DTA pour faire des travaux par des entreprises de désamiantage ou des interventions de type assessment. Voilà. Donc, oui. Là, oui. Allez-y, continuez. Oui, non. Voilà, je disais beaucoup actuellement au niveau national. Alors, mon promo, je vais l'articuler uniquement pour le Hauts-de-France. Il ne sera pas national. Par contre, actuellement, au niveau national, il y a une campagne de contrôle sur le repérage avant travaux qui est faite par nos services. Donc, voilà. Donc, c'est ces remontées-là qui nous amènent à dire qu'il y a encore trop de DTA qui sont utilisés pour faire des travaux ou des interventions à voilà. Oui, la campagne de contrôle, Christian, elle porte effectivement sur s'assurer que ce ne soit pas que le DTA qui serve pour les repérages avant travaux. C'est ça, c'est exactement pour rappeler aux donneurs d'ordre, ça fait constat que c'est bien le repérage avant travaux. Alors, la campagne, elle porte sur les immeubles bâtis, mais c'est bien le repérage avant travaux dans les immeubles bâtis qui doit être fait, dans ce cadre-là, être utilisé pour les travaux. Donc, pas autre chose, pas de DTA ou autre. Ouais. Donc juste, il reste donc un arrêté sur tout ce qui concerne finalement, c'est les voiries qui sont concernées par cette. Non, c'est tout ce qui est amiante environnementale et puis ouvrage de génie civil. Oui, alors les voiries aussi, voilà. Infrastructure de transport et de réseau divers. Voilà. Oui. Donc cet arrêté, est-ce qu'on a une idée de quand est-ce que va sortir cet arrêté, Christian ? On espère en début d'année, mais la dernière norme sur l'amiante environnementale vient de sortir en novembre 2021. Donc voilà, il faut le temps de rédaction. Il faut encore quelques semaines. On espère en début d'année.
Ouais. Pour continuer, Christine, peut-être c'est bien aussi peut-être de repréciser les missions de chacune de vos structures. Alors, Christine, pour la CARSAT, quelle est la mission? Et puis, quand on préparait cette conférence, on se disait oui, il y a l'importance du repérage avant travaux pour les travailleurs, pour la santé des travailleurs. Oui, tout à fait. Alors bon, alors donc, je suis ingénieur conseil, donc je suis une particularité puisque je suis la référente amiante en fait pour la caisse et je travaille en réseau avec le national sur ce point de vue-là. Et alors pour la CARSAT de Hauts-de-France, la CARSAT elle a deux missions, hein, la caisse d'assurance retraite santé au travail. Donc dans la première, c'est assurer la retraite. D'accord? Donc, dans la surette, c'est préparer et réaliser le paiement des retraites et surtout également protéger la santé, santé au travail. Alors, de ce point de vue-là, il y aura deux choses. On a aussi de l'aide à l'accompagnement avec service social pour les assurés en difficulté. Le santé au travail, nous sommes assureurs des entreprises, hein, régime général et ainsi également. Donc, c'est la prévention en fait, des risques professionnels et la tarification des risques professionnels des entreprises. Donc, voilà, c'est à ce titre, effectivement, que nous nous intéressons à la prévention des risques. Alors, à l'autre question que vous m'avez posée, effectivement, c'est ce qu'on avait dit ensemble. Voilà, M. Sté a introduit effectivement le repérage avant travaux, a repris quelques mots sur l'obligation des donneurs d'ordre en fait à faire ce repérage avant travaux, hein, maintenant par décret, par arrêté, qui est très net et très clair. Mais avant cette obligation, on va venir sur le pourquoi. Le pourquoi, c'est tout simplement quand il n'y a pas de repérage amiante, on a l'absence de connaissance du risque. D'accord? Donc, dès lors qu'on va faire du travaux, s'il n'y a pas de connaissance de risque, on n'aura pas des salariés d'entreprise, les salariés de l'entreprise intervenante, les salariés de l'entreprise qui travaillent éventuellement dans les locaux, les étapes ou dans les établissements dans lesquels on est, ou éventuellement même le public, si on reçoit du public dans ces locaux-là, pourront être exposés à des fibres d'amiante, puisque si on n'a pas fait de repérage, on a fait des travaux, on ne sait pas qu'il y avait de l'amiante dedans, on a libéré des fibres dans l'atmosphère. Voilà. Donc, effectivement, les conséquences peuvent être très importantes. Voilà. Je vous rappelle quand même qu'il y a encore beaucoup de maladies professionnelles reconnues au titre des cancers, quand même, du moins au niveau de la CNAM chez nous. Hein, c'est 2881 cancers qui ont été reconnus. Ça, c'est sur quelle zone géographique Ah, c'est toute la France, C'est toute ça. la France, oui. Voilà, Ça, donc c'est beaucoup. Je ne parle que des cancers, je ne parle pas des autres maladies. Hein, ouais. Et ça représente quand même 50% des maladies liées à l'amiante. C'est 75% des cancers que l'on reconnaît. Hein, donc, Ouais. c'est quand même très important. C'est sur l'année ou C'était l'année 2019. Oui, c'est sur un an, ça. C'est sur un an, donc 2800 cancers reconnus, donc 50% amiante, hein, c'est ça? On va arrondir à 2900. On est plutôt 2900. à 2900. Donc 50% amiante Non, liée à l'amiante. 2900 cancers reconnus uniquement sur l'amiante. Oui, donc c'est colossal encore sur cette année. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on a une idée du budget que ça représente finalement, des coûts que ça représente? Écoutez, le budget, c'est au niveau terme, on est sur 75% des cancers. Donc, je ne saurais pas vous dire exactement, je n'ai pas en chiffres, je ne peux pas vous dire en termes le budget que ça a pu représenter exactement. Ouais. Par contre, alors pourquoi les choses, juste pour vous dire ça, les cancers, donc ce sont, on va dire, des expositions qui ont été un peu plus passées, mais on a encore des expositions qui sont présentes. Et c'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ce n'est pas un risque passé, c'est bien un risque du présent. On a quand même en moyenne encore une habitation sur deux qui contiennent de l'amiante. Quand je dis une habitation, ce n'est pas qu'une habitation, c'est un logement, c'est une entreprise, c'est un bâtiment. On estime environ encore à 24 millions de tonnes d'amiante présentes, hein, ce qui représente quand même entre 50 et 80 kilos par habitant. Ouais. Alors, la question qu'on se pose, parce qu'on vient de parler de maladies professionnelles, quels sont les salariés exposés? On a en tête les désamianteurs, bien sûr, parce qu'on va aller, il y a le métier où on va désamianter, c'est un métier, on va aller chercher. D'accord? Je pense que d'ailleurs, M. Rio sera bien amène d'en parler. Mais on a également
ce qui était surtout inquiétant, et c'est là qu'on a souvent des expositions en fait qui sont très marquantes, ce sont les salariés qui vont travailler plutôt sur qui vont intervenir sur des matériaux amiantés pour de la maintenance ou pour des travaux en fait dont l'objectif n'est pas de retirer de l'amiante, mais ponctuellement on va refaire une peinture, on va percer un trou, on va faire quelque chose. Voilà, on va faire. C'est ce qu'on appelle la sous-section 4 en fait, tout simplement dans le code du travail. Et ça, on a estimé, ça représente 1 200 000 salariés qui sont exposés lors de ce genre d'intervention à proximité de ces matériaux. Oui, c'est pas que là, on parle pas que du bâtiment, on parle de l'ensemble des salariés du bâtiment et des travaux publics. Hein. Tout à Oui. fait. Hein. Pas que du bâtiment, parce que là-dedans, vous avez même des personnes en maintenance dans une entreprise. Hein. Donc, voilà. Mais rien que par le fait de cette opération de maintenance, je ne parle pas de désamiantage, je parle de cette opération de maintenance, on expose. Ouais. D'où l'importance de faire ces repérages avant travaux. Oui, on voit donc, on va y revenir, Christine. On voit qu'il y a beaucoup de cancers, et effectivement, que les prestataires en maintenance doivent mieux intégrer, bien intégrer le risque amiante, puisque sinon ils sont exposés et puis développent des maladies à plus long terme. Alors, si on regarde, pour continuer ce tour de table, Maxence, si on fait un petit état des lieux sur le parc du logement, sur la ville de Douai que vous représentez, et puis sur l'amiante que vous avez repérée. Alors oui, moi je gère à peu près 300 bâtiments, dont 120 à 130 ERP, donc un parc assez grand et assez très divers. Je suis à peu près d'accord avec sur les statistiques de présence dans l'amiante. Hein. J'ai à peu près la moitié de mes bâtiments qui contiennent l'amiante à des degrés divers. Hein. C'est-à-dire des fois c'est juste un tuyau des vents, des fois c'est beaucoup plus complexe. Sur l'amiante, je pense qu'on est très accompagné par les partenaires quand on fait des gros travaux de rénovation. Ça, nous, on a mis en place des procédures assez calibrées. Et le niveau d'information est très suffisant pour sécuriser le travail des entreprises. Où c'est beaucoup plus compliqué, c'est sur la maintenance, hein, sur les petits travaux de maintenance, les petites interventions où, là on est des fois dans l'urgence, on est des fois sur des petites interventions où, on maîtrise beaucoup moins parce que j'ai mes services techniques, j'ai mes entreprises que je maîtrise, mais j'ai aussi d'autres intervenants dans mes bâtiments, hein, quand des associations sont dans les locaux, hein, des associations sportives, des associations culturelles et en termes d'exploitants, ils réalisent des prestations, ils percent des murs, et comment je gère le risque amiante par rapport à ça? J'ai mes DTA, bien évidemment, mais je maîtrise beaucoup moins le risque amiante dans ces cas-là. Oui, est-ce que sur la ville de Douai, vous avez numérisé, comment vous avez accès au DTA, comment vous partagez ces informations? Est-ce que c'est numérique tout ça ou ça reste encore papier? Ah non, ils sont numériques, mais le niveau de partage, il est pour moi assez insatisfaisant. Il est sur le réseau interne de la ville. Oui. Uniquement. Oui, donc une difficulté pour partager ces informations avec les différents intervenants, que vous disiez une multitude d'intervenants, aussi bien internes qu'externes. Voilà, après, on peut le partager, on peut avoir les outils, hein, ils sont très à disposition, il suffit de demander en un quart d'heure, on peut retrouver le DTA et le partager. Ceci étant, la demande, est-ce qu'elle va arriver et est-ce que si on l'envoie de façon systématique, est-ce que ça va être lu ou stocké quelque part et servir à rien? Ça, c'est une très bonne question. Oui, on va y revenir, Maxence. Pour continuer ce tour de table, Olivier, que je vois sur un multi-tâche, Olivier, sur un deuxième ordinateur à côté. Olivier, on se disait, oui, quand vous faites des DCE, alors peut-être pour rappeler ce que c'est les DCE pour le public, tout le monde doit connaître, mais vous partez sur des DTA qui ne révèlent que 20% des matériaux amiantés ou 20% des matériaux tout court. Alors effectivement, nous, en tant qu'entreprise de travaux et en particulier de désamiantage, il nous arrive dans les dossiers de consultation d'entreprise, donc les dossiers d'appel d'offres qui nous parviennent,
d'être confrontés encore aujourd'hui à des gens qui n'ont pas intégré la différence entre un DTA. Alors, le DTA, pour faire simple, c'est le document qui est destiné aux utilisateurs classiques du bâtiment. Autrement dit, en voulant simplifier encore plus, un DTA, ça recense les matériaux accessibles immédiatement par l'utilisateur. À la différence de repérages avant travaux qui, eux, sont beaucoup plus exhaustifs et impliquent des sondages beaucoup plus poussés. Et donc, il nous arrive encore d'avoir sur des donneurs d'ordre institutionnels un dossier de consultation qui porte sur ce qu'a mis en avant le DTA, c'est-à-dire sans chercher plus loin. Et donc ça, c'est clairement un élément, une évaluation des risques qui est faite de manière complètement parcellaire. Et à la fois, c'est bien de se focaliser sur des calorifuges qui seraient sur des tuyaux de chauffage dans une cave, mais si les murs de la même cave sont recouverts d'un enduit amiante et que pour faire le confinement, pour se protéger du calorifuge, on va percer dans un mur qui lui-même contient de l'amiante, c'est ballot, parce qu'en pensant bien faire, on va faire pire que mieux. Ça, c'est le premier sujet. Et effectivement, pour ce qui était dit de la sous-section 4, aujourd'hui, on a des intervenants dans le bâti qui parfois viennent simplement, et c'est parfois pernicieux, par le biais de contrats cadres ou de contrats d'entretien entre le propriétaire et le locataire. Le propriétaire n'est pas forcément au courant de ce qui se passe dans son bâtiment. Je m'explique, si un locataire a un contrat d'entretien sur ses extincteurs, par exemple, ou sur une maintenance d'ascenseur, pardon, on peut avoir un prestataire qui débarque et qui vient absolument déplacer un bloc prise ou un support d'extincteur, et qui tient absolument à faire passer un câble d'une pièce à l'autre ou à fixer un support. Sauf que si le percement il est fait sur un support dont on ignore la nature, et s'il est fait sans précaution, on peut vite arriver à une horreur. Oui, donc c'est ce qu'on disait avec Christine et Maxence, c'est qu'il y a des multitudes d'intervenants qui interviennent dans le bâtiment. Vous citiez, Christine, 1 200 000 personnes qui interviennent, qui sont exposées, et pas dans le bâtiment, hein, dans les bâtiments et travaux publics de manière large, et pas toujours une prise de conscience et pas d'accès aux informations, et peut-être pas le réflexe non plus, Christine, de demander le DTA. Et le DTA et le repérage avant travaux. Oui, alors voilà, j'allais dire, c'est ce que j'ai complété, n'oublions pas, voilà ce que M. Rio a bien précisé, hein, le DTA ne suffit pas. Donc ça, c'est la première erreur, effectivement, des donneurs d'ordre, hein, c'est de se dire, j'ai un DTA, je le fournis. Non, on a bien compris, M. Rio l'a bien parlé, que dès qu'on va faire des travaux, en gros, dès que votre logement est avant 1997, il faut absolument faire un repérage, parce que peut-être que derrière votre papier peint, il y a un mur enduit contenant de l'amiante, et quand vous allez percer dedans, vous allez effectivement y mettre des fibres partout. Donc, pour ce faire, la première des choses, pour vous prévenir, il faut savoir s'il y a le risque. Et pour ça, c'est le repérage. Donc ça, c'est absolument... N'oublions pas que c'est devenu en plus obligatoire, ce repérage. Hein. Vous n'avez plus le droit de faire des choses sans le repérage en fonction de la date de votre bâtiment. Et de plus, à partir, ça ne suffit pas. À partir de là, il faut que je fasse appel à une entreprise compétente. D'accord ? C'est pas le tout de dire, mon plombier, il vient, je vous préviens, il y a de l'amiante, je vous le dis. Mais non, ça suffit pas. Parce que si lui ne sait pas comment intervenir sur un matériau amianté sans justement prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'émission de fibres et qu'il n'y ait pas de pollution de l'environnement et de contamination des salariés, bien évidemment, il faut qu'on ait une entreprise compétente. Alors, en sous-section 3, c'est-à-dire ce qu'on appelle le désamiantage proprement dit, mais en fait, il n'y a pas le choix, c'est l'appel à une entreprise certifiée, c'est ce qu'on appelle les désamianteurs, n'est-ce pas ? En sous-section 4, il faut que l'entreprise soit compétente. Alors, comment s'assurer qu'on a la compétence ? Et ça va être toute la difficulté, ça veut dire que dès l'appel d'offres, et là on parle bien de l'appel d'offres, quand on parlait de dossier de consultation des entreprises, il faut bien donner le repérage, tout ce repérage précis, et dire moi je veux, en tant que donneur d'ordre, une entreprise qui est compétente. Et pour ce faire, vous allez devoir m'apporter la preuve que vous êtes compétent. Alors, comment on apporte la preuve ? La première des choses, c'est les certificats de compétence, c'est-à-dire les salariés, l'entreprise, l'encadrement technique doit être formé aux opérations qu'ils vont faire sur des matériaux amiantés. Donc, c'est ce qu'on appelle la formation sous section 4. Et ça, c'est attesté par un certificat, une preuve de compétence, un certificat de compétence. Non pas une attestation de formation, parce que je peux attester avoir suivi une formation sans pour autant avoir les compétences. D'accord ?
Et après, voilà, l'entreprise, à partir de là, va savoir écrire des modes opératoires, va savoir donner le personnel qui est formé et surtout va savoir comment opérer et avoir toutes les protections collectives. Je rappelle que ce n'est pas parce qu'on fait de la maintenance qu'on est dans un niveau où bah, c'est pas grave, je suis dans un faible niveau, il suffit d'aspirer, ça ne suffit pas. Non, je peux faire des opérations qui délivrent tellement de fibres qu'il va falloir que je mette aussi, pourquoi pas, en confinement. D'accord? Ah oui. C'est le nombre. Mais oui, en fait, les gens confondent toujours. Sous section 3, c'est des opérations qui libèrent beaucoup de fibres. Et sous section 4, souvent, on dit, bah non, c'est peu de fibres. Mais non, 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 c'est pas vrai. C'est en fait l'opération qui donne. Et c'est pour ça qu'il faut être compétent. Il faut savoir évaluer la quantité de fibres qu'il va y avoir. Et à partir de là, tous les dispositifs que je mets en place, c'est-à-dire mon mode opératoire pour diminuer mes fibres. Mais si j'y arrive pas suffisamment d'après le niveau qu'il y aura, est-ce que je dois mettre en confinement et quelles mesures? Et ça, toutes ces mesures sont communes, que je sois sous section 3 ou sous section 4. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important. Alors, la preuve de cette compétence-là, là, on le dit, parce que même, voilà, la directe également a fait des campagnes de contrôle des organismes de formation et on s'aperçoit que dans les organismes de formation sous section 4, autant pour les désamianteurs, on a des organismes certifiés qui sont vraiment, on va dire, bien encadrés, autant pour la sous-section 4, on va dire, on peut aller faire des formations un petit peu partout et dire, voilà, je n'ai pas forcément la garantie que la formation s'est bien passée. Ah oui, ça c'est Christine, je vais vers Christian du coup. Vous avez fait des contrôles sur les organismes de formation sous section 4 et vous êtes aperçu que finalement il y a des défaillances sur les formations. Ça c'était une question que je voulais vous poser. Puis une deuxième, c'est finalement c'est quoi la sanction du donneur d'ordre qui ferait pas les repérages avant travaux correctement avant les travaux? Alors, pour revenir sur les organismes de formation sous section 4, l'arrêté du 23 février 2012 qui fixe les dispositions de la formation amiante précise que même pour la formation sous section 4, l'organisme de formation doit détenir une plateforme pédagogique. Et à partir du moment où un organisme de formation dit tiens, je vais aller faire une formation dans l'entreprise, on se doute qu'il ne dépasse pas une plateforme pédagogique qui représente quand même des moyens de décontamination, tous les moyens qu'on doit retrouver sur un chantier confiné. Voilà, c'est pas possible. Donc, le résultat pour les Hauts-de-France, hein, c'est à peu près une trentaine d'organismes de formation contrôlés et 25% qui tenaient la route, on va dire. Tous les autres ne disposaient pas de plateforme pédagogique ou alors étaient encore sur une réglementation amiante de 96. Donc, bon, on était quand même un peu éloigné du sujet, je veux dire. Oui, ça veut dire 25%, donc ça veut dire que 75% n'étaient pas dans les clous, hein, pour résumer. Ouais, tout à fait. C'est colossal, voilà. oui. Ah oui, c'est énorme. Et donc, le résultat, c'est que les salariés ne sont pas réputés compétents, du coup, puisqu'ils n'ont pas vu l'intégralité de la formation. Oui, on va vous donner la parole, Olivier. Olivier voulait réagir, là, oui, sur le… Juste pour compléter le propos de Mme Dolé, pour le donneur d'ordre, c'est effectivement de s'assurer que l'entreprise a du personnel qui est compétent. Tant qu'on y est, on peut aussi s'assurer que l'entreprise est assurée pour ce qu'elle fait, c'est-à-dire que sa police d'assurance intègre ce risque, parce que la particularité de ces toutes petites interventions, ou en tout cas ces interventions de courte durée en section 4, c'est qu'un percement ou un sciage mal positionné peut avoir des conséquences qui ne sont pas du tout en rapport avec l'ampleur des travaux. C'est-à-dire qu'un trait de scie au mauvais endroit ou un percement au mauvais endroit peut avoir des conséquences phénoménales. Et certains donneurs d'ordre, en tout cas, parfois se cachent en disant oui, l'entreprise m'avait fourni 3 attestations de formation. Enfin, c'est clairement pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que l'entreprise est assurée pour ça, qu'elle a formé son personnel, qu'elle a des modes opératoires qui sont existants et fiabilisés par rapport à l'activité. C'est-à-dire que il y a une première étape, effectivement, consistant à demander à l'entreprise de vérifier qu'elle a pris en compte ce risque. Mais voilà, on ne se limite pas qu'à des papiers de centre de formation. Il faut aller vraiment beaucoup plus loin. C'est quand l'écart est arrivé ou que la pollution a eu lieu qu'on cherche le père du gosse, hein, sur des accidents comme celui-là. Oui. En termes de sanctions, là, pour finir, Christian, des entreprises ou même des organismes de formation, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont délivrées? Je parlais sur les repérages qui seraient mal réalisés. Sur le repérage, la sanction, elle va porter sur le donneur d'ordre, puisque l'obligation porte sur le donneur d'ordre. Donc, tout donneur d'ordre qui n'aurait pas fait son repérage avant travaux s'expose à une sanction pénale, voire à une sanction administrative. Une sanction pénale, c'est
c'est un procès-verbal de 3 750 € multiplié par le nombre de salariés concernés. Est-ce qu'il y a des sanctions est-ce qu'il y a des sanctions qui sont délivrées là, on est dans la théorie, mais est-ce que dans les faits aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont délivrées auprès des donneurs d'ordre? On est actuellement dans une campagne de contrôle au niveau national. Donc, si des infractions sont constatées, il y aura peut-être des suites qui seront données. Mais on est actuellement juste dans la campagne de contrôle. Donc, de sensibilisation, on peut dire. Alors, non, la sensibilisation, elle a eu lieu préalablement. Là, on est vraiment dans le contrôle. On est dans le dur, on va dire. D'accord. On contrôle que ce soit fait ou pas. Si c'est pas fait, normalement, il y aura sanction. D'accord. Donc, c'est soit une sanction pénale, soit une sanction administrative. Et qui dit la sanction administrative, ça peut être jusqu'à 9 000 € d'amende. Voilà. Très bien. Et donc, Olivier, ça veut dire que les donneurs d'ordre, c'est ce qu'on disait là lors des DCE. C'est quoi le pourcentage de DCE qui sont complets, sur lesquels il y a bien les repérages qui ont été faits correctement? Vous qui êtes une entreprise, finalement, vous intervenez sur quel type de travaux, Olivier, pour rappeler au public aussi, parce que vous avez une entreprise. Oui, moi, je dirige une entreprise de travaux de désamiantage. On travaille aussi bien dans des ouvrages fonctionnels, donc hôpitaux, établissements maintenus en activité, qu'industrie. On va dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué de faire une cote, mais sur la partie d'études que je réalise moi, objectivement, des repérages avant travaux, on est peut-être entre 50 et 60% de dossiers qui contiennent un repérage avant travaux pertinent, parce que il y a à la fois l'existence du document et sa pertinence. Dans le sens où quand on intervient, par exemple, pour créer une ouverture dans un voile béton au sein d'un immeuble, il y a bien sûr le périmètre des travaux, mais il y a leur acheminement et toute la partie logistique d'amener et de ressortie. Ça veut dire que pour enlever un enduit sur un voile béton ou une colle faïence qui serait amiantée sur un support comme celui-là, soit on peut aller enlever et poncer simplement la surface sur la zone concernée, ou alors on scie et on enlève un morceau complet, l'amiante avec son support. Mais je dirais que le mode opératoire va influer. Ouais. Et parfois, le repérage avant travaux de quelqu'un qui voudrait changer une chaudière dans un immeuble, on ne sait pas si la chaudière elle va être coupée en petits morceaux et sortie en petits sacs, ou bien levée en une seule fois avec une grue de levage. Et du coup, le périmètre des travaux va être lié au mode opératoire de l'entreprise. Ouais. C'est pour ça que parfois, ça fonctionne par itération. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de… Quand les travaux de désamiantage ne sont pas directement liés à l'amiante, mais sur des travaux autres, par exemple une grosse réhabilitation ou un changement d'équipement ou l'implantation d'un ascenseur ou une sortie de chaudière, le mode opératoire d'intervention a lieu. Maxence, pour revenir vers vous, finalement, on peut dire, cher conférencier, c'est que il y a ces travaux sur lesquels qui sont les petits travaux et sur lesquels effectivement, là on parlait de sous-section 4, qui ne sont pas les travaux de désamiantage, sur lesquels là, il y a beaucoup de risques. Mais on parlait aussi, Maxence, en préparant cette conférence, des exemples que vous avez sur des chantiers de démolition, où là le risque est peut-être mieux appréhendé et mieux maîtrisé en amont. En tout cas, parce que vous savez qu'il y a un vrai risque. Tout à fait. Avéré. Tout à fait. Là, on a mis en place à la ville une méthodologie qui permet de répondre à ce que Olivier soulevait sur le risque amiante en fonction du type de travaux. Nous, on essaie d'anticiper un maximum sur les grosses réhabilitations, c'est-à-dire qu'on lance, avant de lancer un DCE, avec tous les lots classiques de réhabilitation, sur la base du DTA, on lance un repérage et on fait les travaux de purge du bâtiment avant de faire le cahier des charges, le CCTP, des autres lots. Ce qui nous permet d'avoir, une fois le bâtiment purgé, de pouvoir faire un repérage complémentaire, si nécessaire, qui va compléter les éléments qu'on a. Et on s'assure comme ça que les lots qui vont arriver travailleront déjà en sécurité, ça c'est un peu le sujet du jour, mais aussi pas de surprise pour le maître d'ouvrage, parce que la découverte d'amiante ou d'un autre danger potentiel en cours de chantier, là c'est compliqué. Aller expliquer aux élus qu'on prend 3 mois de retard, on doit arrêter le chantier pendant 3 mois parce qu'on a découvert quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, et le coût supplémentaire de la gestion de ce danger. Là, on arrive sur des choses compliquées. Donc, on anticipe.
Principe d'anticipation pour éviter ces mauvaises surprises, pas se fâcher ni avec les entreprises, ni avec l'architecte, ni avec le SPS, ni avec les organismes de contrôle, que les choses soient faites dans les règles. Oui, je crois que sur des chantiers de démolition également, vous êtes confronté, pas qu'à l'amiante aussi, on peut en parler aussi 2 minutes, c'est aux autres risques qu'il peut y avoir. Ça peut, Christine va aussi compléter, mais et notamment les hydrocarbures, le plomb, enfin, il y a une multitude de risques que vous pouvez avoir. Et vous avez un exemple là sur un chantier peut-être? Alors, on découvre des fois en voulant démolir un simple garage, voilà, où il y avait de l'amiante, ça, on l'a géré, et puis on découvre qu'il y avait une cuve, et après, recherche historique, ben oui, il y a 60 ans, donc c'était une station essence pour des services pour un autre service, et voilà, on découvre une pollution hydrocarbures, donc pareil, voilà, voilà, je trouve que l'information sur l'amiante circule bien, je l'avais déjà dit en préalable, mais voilà, cette pollution hydrocarbures, on a moins l'habitude, donc on doit se former rapidement à gérer ce risque-là. Et sur le plomb, c'est un peu la même chose, hein. Le plomb, c'est la même chose, c'est beaucoup moins, enfin, c'est, pour ma part, en tout cas, beaucoup moins facilement appréhendable, la gestion de ce risque plomb. Et je me suis pas fâché, mais j'ai eu des discussions musclées avec des entreprises qui intervenaient dans des parties polluées au plomb, qui ne voulaient pas entendre les mesures de sécurité que je leur imposais. Oui, on peut en parler là, Christian, peut-être ou Christine, sur le plomb, quelles sont les obligations qu'il y a? Christian? Personnellement, le plomb, je ne vais pas pouvoir en parler. C'est pas votre. Non, c'est pas ma barque, on va dire. Olivier. Donc, Olivier. je sais qu'il y a des obligations, mais je ne les ai pas en tête. Juste pour compléter, pour faire écho à ce que disait Maxence Rémoleux, un sujet important pour ma part, c'est que le donneur d'ordre garde la main sur ces marchés de curage et d'assainissement, de dépollution du bâtiment. Autrement dit, confier en sous-traitance à une entreprise générale ou à un lot particulier, ça lui retire la maîtrise. Et c'est autant la maîtrise sur la prévision, c'est-à-dire de dire, pour moi, sur ces sujets-là, il ne faut pas faire d'idéologie. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours l'amiante ou le plomb ou les hydrocarbures, ou peu importe la pollution qui est dans le bâti, qui doit guider. Et autrement dit, on peut avoir des positions, par exemple, de dire, quand on réhabilite complètement un bâtiment, on souhaite en retirer tous les polluants. Mais ce n'est peut-être pas une phrase aussi stricte qu'il faut avoir, mais on peut dire tous les polluants accessibles. Je m'explique, quand on découvre un matériau sur des pignons d'un bâtiment à l'extérieur qu'on pourrait facilement recouvrir avec un isolant, il n'y a peut-être pas lieu d'aller casser la tirelire du client pour dire finalement les petites mosaïques qui sont sur le pignon à 15 mètres de haut à l'extérieur et qui ne sont jamais sollicitées, est-ce qu'elles représentent un risque pour les utilisateurs? On peut se poser la question. Et de fait, il ne faut pas forcément d'idéologie, il faut garder la maîtrise. Parce que, mine de rien, c'est au client de prendre ces décisions-là. Et j'entends qu'on puisse dire qu'on soit un propriétaire privé, institutionnel, industriel ou une collectivité, je souhaite que quand on réhabilite, par exemple, on ait purgé un maximum de matériaux accessibles, mais le 100%, le mieux, il est mis du bien. C'est-à-dire qu'on a vu il y a quelques années, en tout cas, des gens vouloir aller chatouiller la sous-face de dalle et quasiment excaver sous le bâtiment pour enlever des sujets qui ne présentaient vraiment pas de risque. Et certains polluants ne sont à enlever que quand on démolira totalement l'ouvrage. Oui, donc votre propos, c'est de dire on sépare le lot amiante des autres lots, et en tout cas de l'entreprise générale aussi. Je pense que le maître d'ouvrage, le donneur d'ordre, a tout à gagner à en garder la maîtrise à nouveau pour quand il y a des aléas, pouvoir faire des modifications, refonder certains choix et ne pas être, je ne vais pas dire manipulé, mais la valeur ajoutée d'une entreprise générale sur ces sujets-là, pour moi, n'est pas pertinente. Mais ça implique au donneur d'ordre, entre guillemets, de se mouiller, c'est-à-dire de sélectionner l'entreprise, de faire un cahier des charges, et à nouveau, d'être en mesure de faire face à des modifications, parce que, oui, sur de la réhabilitation, sur d'ouvrages, on a des surprises parfois, ou on a des découvertes qui méritent de rebattre les cartes.
Ouais. Est-ce que Christian, on n'a pas le cas aussi, là, je reviens sur les collectivités, hein, des collectivités qui sont des grosses collectivités, si je peux permettre, pour Maxence dire, c'est la ville de Douai, sur lequel elles ont les moyens d'investir en ressources humaines et d'avoir des personnes qui vont gérer ce risque amiante, comme c'est le cas pour Maxence. Et puis, il y a des petites collectivités pour lesquelles c'est plus compliqué. Et donc, peut-être leur conseiller de s'entourer aussi d'un maître d'œuvre amiante. Le Christian? maître d'œuvre amiante, si on n'a qu'une opération amiante, ça peut être bien sous réserve qu'il n'y ait pas d'autres risques qui soient, comme en parlait M. Rio, là, d'autres risques de polluants à côté qui seraient pas vus. La maîtrise d'œuvre amiante, c'est une bonne chose si on a vraiment, je prends un exemple tout bête, d'une toiture à retirer et que dans une petite mairie, ben l'équipe ne sait pas gérer ce type de chantier. Maintenant, si c'est sur une grosse structure où il y a d'autres risques et d'autres polluants qui risqueraient d'être là, le fait d'avoir un maître d'œuvre amiante et uniquement amiante, ça risque de poser problème si jamais on découvre d'autres polluants. Ouais. Et c'est pour rebondir sur le discours qui était précédemment dit. Oui, on va y revenir. Alors, tiens, je vais prendre quelques questions. Là, il y a Christian qui dit, n'était pas très important d'avoir pour un RAT un descriptif détaillé et le périmètre des travaux. Est-ce que c'est pas souvent ce qui manque, Christine? Oui, justement, j'avais pas vu la question, mais c'est ce que je voulais un petit peu revenir par rapport au repérage qu'on dit depuis tout à l'heure. Il faut le repérage, le mettre dans le dossier consultation des entreprises. Mais il y a une chose, je veux justement venir dessus, il y a une chose qui est quand même très importante, c'est que ce repérage doit être pertinent. Par exemple, l'exemple qu'avait pris M. Rio, c'est vous venez, vous voulez faire voilà, un trou dans une dalle ou défaire, je ne sais pas, des dalles au plafond qui sont amiantées. Vous allez devoir confiner, on va devoir, pour attacher le confinement, utiliser les murs. Mais donc, ce qui est pertinent, c'est de savoir, j'interviens sur le plafond, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas que le plafond à repérer, puisqu'éventuellement, je vais solliciter les murs. D'accord? Ou alors, comme disait, voilà, effectivement, je vais changer ma prise, mais il n'y a pas que le mur, parce que éventuellement, je ne vais pas se faire passer le courant après, soit par les faux plafonds par en dessous. Et bien, qu'est-ce qu'il y a au-dessus des faux plafonds? Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une pertinence du repérage. Pour avoir une pertinence du repérage, il faut bien définir le cadre de l'opération, et pas uniquement où je vais, mais c'est également, comme disait M. Rieu, les acheminements, comment on va procéder, et donc tout ce qui pourrait être sollicité. Par exemple, je vais utiliser un marteau-piqueur, je ne sais pas, pour défaire des choses sur les dalles au-dessus. En dessous, dans la pièce à côté, il y a du flocage. Et bien, quand je vais solliciter des vibrations, le flocage va tomber dans la salle à côté. Vous comprenez? Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas uniquement là où je fais, il y a effectivement, surtout en amont, d'abord, avant pour que le repérage soit pertinent, de bien définir le périmètre des opérations et comment on va éventuellement s'y prendre. Oui. Donc, une intelligence sur le repérage voilà. avant travaux. Une chose toute bête, je vais faire passer des tuyaux, je veux changer mon chauffage central, je vais faire passer des tuyaux, d'accord? Je vais percer, j'amène par la dalle d'en dessous et je fais des trous. La dalle est amiantée. Est-ce que finalement, je ne peux pas passer par un autre chemin qui m'évite de percer la dalle? Et là, effectivement, je n'ai pas d'amiante et à partir de là, je suis tranquille. Donc, il y a toujours toute une intelligence aussi à avoir sur la réflexion, d'accord? Et si vous n'avez pas ça, de toute façon, vous risquez quand même, vous avez beau avoir un repérage à cet endroit-là, vous risquez quand même d'aller exposer à un autre endroit. Donc, c'est vraiment tout un ensemble qu'il faut bien regarder. Donc, ça, c'est ce que vraiment je voulais apporter. Donc, la question tombe tout à fait bien. Ça me permet de répondre à ce sujet. Il y a une remarque d'ailleurs de Luc là, sur la partie plomb qui dit Luc, obligation d'effectuer des repérages plomb avant travaux ou avant démolition pour les bâtiments datant d'avant 1993. J'ai un petit quiz pour vous, cher public et chers conférenciers. D'ailleurs, je vous laisse la possibilité de voter que je vous présente. Il y a 3 questions, si je ne me trompe pas. Alors, pour réaliser, on va voir si vous avez bien suivi. Pour réaliser l'encapsulage, et puis il y a des choses dont on n'a pas parlé. Pour réaliser l'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante, l'entreprise qui intervient doit être certifiée sous section 3, sous section 4. Là, il suffit de cocher. Selon la nouvelle norme NFP 84001, l'émission de repérage d'amiante
environnementale avant travaux dans les roches et sols doit être menée par un géologue opérateur de repérage. Vrai ou faux? Et puis, dernière question, la norme NFX 4602 s'applique aux infrastructures de transport, là il y a plusieurs possibilités de réponse, aux réseaux et leurs équipements, aux ouvrages d'art et de génie civil, et aux immeubles bâtis. Allez, on vous laisse voter, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, je mets fin au vote. Vous êtes nombreux avec nous aujourd'hui. On est plus de 60 à être ensemble pour un 2 décembre. Voilà, donc je vous partage les résultats, chers conférenciers. Pour réaliser l'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante, l'entreprise qui intervient doit être certifiée. Peut-être Olivier, alors qui est-ce qui veut répondre? Sous-section 3 ou sous-section 4? Oui, c'est de la sous-section 3, l'encapsulage. Sachant que point de vigilance, il y a très très peu d'entreprises qui sont assurées pour cette activité. Donc c'est un choix qui est tout à fait légitime, qu'un donneur d'ordre peut décider de faire encapsuler, mais il y a une notion qui est subtile entre l'encapsulage et la protection mécanique. L'encapsulage requiert une étanchéité et une pérennité de la protection. Oui. Donc là, il faut vérifier l'assurance également. Ce que vous dites, c'est pas si simple que ça. La question 2, alors selon la nouvelle norme NFP 95001, l'émission de repérage amiante environnementale avant travaux dans les sols et roches, est-ce que c'est un géologue opérateur de repérage qui doit finalement avoir une compétence un peu particulière? Vrai ou faux? Alors là, moi j'ai la réponse, parce que je sais qu'on a fait une conférence d'ailleurs là-dessus. Je vais vous répondre alors, pour vous éviter de. C'est vrai. Effectivement, le repérage, il faut une compétence supplémentaire pour ceux qui interviennent sur les roches. Il doit être géologue également. Pour l'opérateur de repérage. La troisième question, qui était la norme X 4602 s'applique. Alors, c'est quoi les champs d'application, Christian? C'est les ouvrages d'art et génie civil. Aux ouvrages d'art et de génie civil. Oui. Uniquement, donc c'est ce qu'il fallait voter. Vous avez voté aussi pour d'autres choses, donc attention, c'est ouvrages d'art et génie civil pour cette norme. Je voulais juste dire un dernier mot avant de se quitter. On avait dit qu'on parlerait de dématamiante, Christian. Vous pouvez nous en dire un mot? Je vais en dire deux petits mots. Dématamiante, c'est une plateforme dématérialisée de dépôt des plans de retrait amiante. Donc, ça me concerne uniquement la sous-section 3, les interventions en sous-section 3, et c'est les entreprises qui interviennent alors actuellement dans les Hauts-de-France et dans les Pays de Loire, qui sont 2 régions pilotes, doivent déposer leurs plans de retrait sur cette plateforme. C'est une plateforme qui permet aux agents de contrôle de vérifier, les agents de contrôle de l'inspection du travail, entre autres, de vérifier et de contrôler les plans de retrait. À partir de janvier 2022, on a la région Normandie, la région Occitanie et la Réunion qui entrent en phase de pilotage dématamiante aussi. Et normalement, si tout va bien, en juillet 2022, ce sera du national. Voilà. Donc, c'est une plateforme de dématérialisation des plans de retrait qui n'intéresse pas forcément les donneurs d'ordre, mais qui intéresse surtout les entreprises de sous-section 3. Oui. Et puis on avait également parlé, Olivier, des déchets, la gestion des déchets. Je crois savoir qu'effectivement il y a une dématérialisation des déchets. On appelle ça de la gestion, en tout cas des déchets, pas de la dématérialisation des déchets, mais la gestion des déchets, c'est track déchets. Là aussi, il y a quelque chose qui est peut-être passé sous les radars à la fois des donneurs d'ordre et des entreprises. Oui, c'est une disposition réglementaire qui est applicable au 1er janvier sur la traçabilité. Donc, l'idée étant de supprimer, si on a bien compris, les bordereaux de suivi en 5 feuillets carbone qui étaient encore appliqués ou encore utilisés par certains centres de traitement ou entreprises. Du coup, c'est une télédéclaration qui va être imposée à tous les donneurs d'ordre, exception faite, me semble-t-il, des particuliers. Mais je pense que pour les collectivités qui en ont à peine connaissance, là, ça va être difficile d'être opérationnel au 1er janvier. Donc, j'avoue que je suis surpris par la faible communication qui est faite sur cette obligation. Parce qu'elle est très bien, elle est très vertueuse, mais j'ai quelques inquiétudes sur le sujet. Mais en tout cas, j'invite les donneurs d'ordre ou leurs conseils à se mettre en position là-dessus, parce que les entreprises de travaux sont concernées, mais en premier lieu, celui qui devra valider la filière de traitement,
Et son élimination, c'est le propriétaire des déchets, donc le donneur d'ordre. Oui, Christian, vous faisiez une petite remarque là-dessus, de la tête en tout cas. Oui, non, mais je dis, c'est vrai qu'au niveau communication, c'est pas sensationnel parce que je l'ai découvert lorsqu'on a préparé la réunion, hein, que cette plateforme dématérialisée allait entrer en vigueur au 1er janvier. Donc, bon, après, c'est une phase expérimentale aussi à partir du 1er janvier pendant 6 mois, donc on aura peut-être eu une. Vous étiez au courant, Maxence, de cette plateforme Track C'est Déchets? grâce à vous que j'ai découvert ça aussi. Donc, on va s'y atteler. On va regarder ça Voilà. de plus près. Eh ben, c'est le message qu'on peut passer au public, c'est intéressez-vous à la track déchets parce que effectivement ça va changer la manière dont vous gérez les déchets. On parle pour les donneurs d'ordre, hein, parce que c'est eux qui doivent gérer ces déchets. Voilà, merci beaucoup à tous les quatre. Ah, il y a Christine qui voulait dire un petit mot. Oui, avant de se juste quitter. un avis, parce que je vois une question qui est Ouais. posée sous quelle qualification SS3 ou SS4 je dois faire pour une opération particulière. On n'en a pas parlé. Dans les obligations du donneur d'ordre sur son repérage, il doit également définir, qualifier les travaux et donc l'entreprise qui va faire appel. C'est-à-dire, il doit qualifier, et là, on va avoir le temps d'y répondre beaucoup plus, il doit qualifier si l'entreprise sera une entreprise de sous-section 3 parce que je fais du retrait amiante ou sous-section 4 parce que je fais une opération pouvant libérer des fibres, mais dont le but n'est pas de faire du retrait. Donc, pour vous aider, parce que là, c'est un petit peu compliqué, on ne peut pas répondre à la question comme ça, puisque finalement, ça va dépendre de la quantité qu'il y a, de la proportion. Voilà, je dirais limite, par exemple, sur une toiture, je retire 2 tôles fibro sur une toiture qui fait 160 mètres carrés. Je serais plutôt dans une section 4 parce il y a une notion qui est faible par rapport. Par contre, je retire sur un garage, là, je serai dans du désavantage. Donc, répondre à la question comme ça, brûle pour point pour la personne, c'est très compliqué. Par contre, pour vous aider, il y a la DGT qui a édité des logigrammes d'aide à la décision pour savoir si je fais du sous-section 3 ou sous-section 4. Voilà. Donc, effectivement, ça fait partie. Il y a voilà, on n'a pas listé toutes les obligations du donneur d'ordre, mais c'est vraiment important. Voilà, la première des choses qu'il doit faire, c'est son repérage et qualifier effectivement la nature de ses travaux. Merci Christine pour cette précision. Il y a monsieur ou madame Clémenceau qui dit pouvez-vous nous donner la plateforme des déchets? C'est Track Déchets. Hein, ça, si on cherche sur Internet, on va trouver. On trouve l'information. Ouais. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous pour cette participation, chers conférenciers, à cette table ronde.